Le désespoir de Tao. Le repas terminé, Chen demanda naïvement à Li Zuqin de le libérer, afin qu'il puisse retourner à son restaurant. « Crois-tu vraiment que je puisse te laisser rentrer après tout ce que tu viens de voir ?»« Je jure de ne révéler les mots à personne, répondit Chen. Tu ne quitteras cette terre que pour rejoindre celle de tes ancêtres. Désormais ta vie m'appartient et tu resteras à mon service. » Chen comprit qu'il était condamné et que Kimae et Li Tsung serviraient à satisfaire les instincts primaires de ces rebelles. Tao avait compris que son père s'était sacrifié pour lui et il s'imaginait devoir revenir à la tête d'une armée entière afin de délivrer ses parents des mains des brigands. Mais pour cela, encore fallait-il rentrer vivant. La nuit s'apprêtait à tomber et Tao n'avait toujours pas quitté sa cachette. Il était transi de peur et de froid, mais le danger était encore plus grand s'il restait. Ses membres étaient engourdis, il avait de la peine à remuer les jambes, mais il décida de tenter quelque chose. Alors que les hommes de Li Zuqin semblaient occupés et particulièrement bruyants, Tao sortit tout doucement de sa cachette et aussi discrètement que possible se dirigea vers la sortie de la forêt. Et lorsqu'il se sentit hors d'atteinte, il courut aussi vite que possible en direction du village. Son visage était couvert de larmes. Il gémissait sans s'arrêter un instant. Il tomba à plusieurs reprises emporté par son élan et se releva aussitôt comme si rien ne pouvait l'arrêter. Il arriva au village et dans la même course effrénée se rendit immédiatement au poste de garde. C'est le lieutenant Chang qui le reçut. « Qu'y a-t-il, mon petit? Pourquoi cours-tu si vite ?» lui demanda-t-il. Tao ne savait pas par où commencer et il raconta toute l'histoire à partir de la disparition de sa maman. Il parla de leur escapade pour retrouver Kimae, le clan des rebelles, le sacrifice de son père. Maintenant, il fallait vraiment leur venir en aide et très vite. Chang apprit également le massacre de ses hommes et ne pouvait en risquer davantage. Il devait prévenir le général Wu Kuai afin de combattre ces rebelles. Il demanda à Tao le nombre de brigands présents dans la forêt. Et Tao répondit peut-être 30 ou 40. En tout cas, ils sont très nombreux. Chang sonna le rassemblement et réunit le solde de la troupe. Il restait 9 hommes dans l'escadron. Il désigna un volontaire comme messager afin de demander l'aide des troupes du général Wu Kuai. Tao était affolé. Les gardes n'allaient pas aller dans la forêt délivrer ses parents. Il fallait en tout cas 3 jours pour atteindre Chanhaikuan, où étaient stationnées les troupes du général qui luttaient alors contre les Mandchous. En admettant que le général envoie une troupe en renfort, il fallait au moins 1 semaine de délai avant que les soldats n'arrivent. Chang décida de prévenir la population et de surveiller l'enceinte du village en attendant le renfort des troupes. Chang était triste pour Tao, mais ne pouvait faire autrement. Il l'emmena au temple pour demander à ce qu'on s'en occupe jusqu'au retour de ses parents. Tao n'avait pour tout bagage que son sabre sacré à la tête de tigre et la peur d'avoir perdu ses parents à tout jamais. Il sanglotait
et n'osait même pas demander au lieutenant Chang de passer chez lui, prendre quelques affaires et surtout bandit. Chang frappa contre la porte du temple et c'est un disciple qui ouvrit. Puis Maître Fong arriva et prit Tao par la main sans rien demander, comme si c'était dans l'ordre des choses. Tao était en pleurs, mais il se sentait protégé et en sécurité au temple. Maître Fong s'accroupit un instant et posa ses deux mains sur les épaules de Tao. Il le fixa dans les yeux avant de lui dire « L'homme n'est jamais aidé dans sa souffrance par ce qu'il pense pour lui-même, mais seulement par la révélation d'une sagesse plus vaste que la sienne. C'est ce qui l'élève au-dessus de sa détresse. Tu es comme la parure de jade. Le jade n'est pas l'objet, il le constitue, mais c'est le travail de l'artiste qui lui donne sa forme. Lao Tse se repose depuis quelque temps, mais depuis le premier jour, il savait que tu reviendrais. Il ne pourra te recevoir pour l'instant, mais sache qu'il m'a chargé de t'accueillir, de t'installer et de pourvoir à ton enseignement. Je sais les moments que tu traverses, mais il faut garder espoir. L'espoir est l'essence même de notre vie. Tu devras te plier à la rigueur du respect, car ce qui est difficile, ce n'est pas de trouver un maître, mais c'est d'accepter d'être un disciple. L'élève doit toujours garder en mémoire le lien qui l'unit à son maître afin de rester sur la voie. Je peux te montrer le chemin de la sagesse, mais c'est à toi qu'appartient le choix de faire ce premier pas. C'est ainsi que Tao passa sa première nuit au monastère. Le lendemain matin, au lever du jour, il fut réveillé par un des disciples du temple. Il fut initié à la méditation matinale, au traditionnel rasage du crâne, au changement radical de vêtements personnels, avec une tunique orange et bordeaux de disciple. Il rencontra Maître Fong, qui était chargé de sa formation. Maître Fong avait remarqué le sabre que portait Tao la veille en arrivant. Il lui demanda de le lui confier. Tao le lui montra mais refusa de le lui remettre en disant « C'est un cadeau de mon père, je n'ai pas le droit de le donner à qui que ce soit. Tu pourras le voir aussi souvent que tu le désires, mais ici tu dois te débarrasser de tout bien matériel qui pourrait entraver ta liberté d'esprit. » L'apprentissage allait se révéler long et difficile, surtout les dernières heures passées qui avaient été des épreuves dures à vivre pour Tao. Il avait du mal à comprendre ce qu'on attendait de lui. Il était partagé entre la tristesse d'être éloigné de ses parents et le sort qui pouvait les attendre, et la joie d'être enfin un disciple du temple. Cependant, la réalité de la vie de disciple n'était pas tout à fait semblable à ce qu'il s'était imaginé. Il voulait avant tout posséder les techniques de combat les plus sophistiquées, mais sans se rendre vraiment compte du temps que cela puisse prendre en réalité. Et puis, il avait un peu négligé le côté de l'apprentissage spirituel, car il pensait que le fait de devenir disciple suffisait à recevoir les clés de l'invincibilité. Il était bien loin de cela. Si Tao sentait son corps grandir et en demande d'exploits physiques,
les rituels d'usage au temple lui paraissaient nettement plus difficiles à atteindre, notamment la notion pour lui irréaliste de la méditation restait une énigme incontournable. Quelle était donc cette force redoutable qui se logeait dans la tête et qui permettait d'affronter tous les problèmes existentiels du monde sans en subir les conséquences, dirons-nous, morales? Comment vaincre un adversaire avec la force de l'esprit? Alors qu'on peut très bien le faire avec l'expression directe d'un coup de poing ou d'un coup de pied, voire même les deux. Les élans de l'un sont perceptibles alors que de l'autre, ils sont visibles. Autant de questions que se posait Tao à la lumière de la bougie posée à même le sol de la petite chambre qui lui avait été attribuée. Si à l'extérieur de la pièce, c'est-à-dire dans le temple lui-même, il fallait s'efforcer de contenir ses émotions afin de ne laisser paraître qu'une sorte de force mentale, affichant un regard empreint de sérénité, dans cet espace personnel qu'était sa chambrette, Tao pouvait laisser s'exprimer ses émotions les plus profondes. C'est ainsi que ses premières nuits furent accompagnées de nombreuses larmes et de pensées vagabondes s'en allant à la recherche de ses parents. Tao était très perturbé, il se sentait déraciné, abandonné, bien que recueilli. Comment faire pour être calme, serein, quand on est loin de ses parents et de leur amour? Comment faire pour rester petit dans ce monde de grands? Comment faire pour revenir en arrière juste avant que tout cela se soit passé? Pourquoi Lao Tse-Ming n'était pas venu le voir, se demandait Tao. L'heure tardive de la nuit ne l'autorisait pas à poser de telles questions à Maître Fong. Visiblement, cet état empreint d'un peu de néant devait faire partie du programme, se disait Tao. Puis il vint à douter même du bien fondé de sa présence au temple. Une pensée même d'évasion traversa son esprit. Peut-être que les rebelles étaient encore dans la forêt. Et si ses parents avaient pu s'évader? Oui, c'était peut-être le cas. Il fallait qu'il en ait le cœur net. Si ses parents étaient revenus, comment pouvait-il le savoir où Tao se trouvait? Il fallait sortir à tout prix, juste pour savoir. Il se leva discrètement, enfila sa tunique, puis déambula dans les couloirs du temple en direction de la sortie. Mais il croisa les disciples de garde qui le ramenèrent dans sa chambre aussitôt. Tao était en larmes, il souffla sur sa bougie, laissant l'obscurité envahir son cœur avant de sombrer dans un profond sommeil réparateur.